Voici Chypre, une île méditerranéenne avec plus de 300 jours d'ensoleillement et des plages aux eaux cristallines. Pour beaucoup, c'est un endroit paisible et idyllique. Cependant, que diriez-vous si je vous disais qu'en plus de cela, le pays a une histoire bien plus sombre à vous raconter? Voyez-vous là, si vous prenez du recul par rapport à Chypre, vous verriez cette ligne qui la traverse. Pas littéralement, bien sûr, mais elle existe. Elle n'a pas été tracée par la géographie, mais par l'histoire. Elle est connue sous le nom de ligne verte. Et elle divise Chypre en deux, faisant d'elle le dernier pays divisé d'Europe. Alors, comment un endroit aussi petit et aussi beau a-t-il fini par être coupé en deux? Eh bien, pour comprendre cela, il faut comprendre quelque chose à propos de Chypre qui a défini toute son existence. L'emplacement. Regardez simplement où elle se trouve quand on dézoome. Elle est juste au carrefour entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Donc, pour tout empire souhaitant contrôler le commerce méditerranéen, projeter sa puissance militaire ou se protéger contre ses rivaux, Chypre était essentiel. Et donc, pendant la majeure partie de l'histoire enregistrée, Chypre n'a jamais vraiment appartenu à elle-même. Elle appartenait à celui qui contrôlait la Méditerranée orientale. Évidemment, il y avait une population autochtone et même un royaume potentiel sous la forme d'Alachia pendant l'âge du bronze moyen et tardif. Mais c'est ce qui était venu ensuite qui a façonné l'île de façon permanente. Des colons grecs ont commencé à arriver il y a environ 3200 ans. Ils ont établi des cités-royaumes à travers l'île. Et au cours des siècles suivants, la culture grecque a remplacé celle des Chypriotes autochtones. Vers 1000 avant notre ère, Chypre était culturellement grecque et elle le resterait à travers tout ce qui allait suivre. Naturellement, les empires vont et viennent. Et par conséquent, Chypre a changé de main de nombreuses fois, passant des Assyriens aux Égyptiens, puis même aux Vénitiens. De nombreux royaumes l'avaient, à un moment donné, absorbé cependant. Pendant plus de 1500 ans, depuis l'époque d'Alexandre le Grand jusqu'aux Byzantins, Chypre a été gouvernée par des empires de langue grecque. Mais finalement, un véritable changement d'influence a commencé à se produire lorsque, en 1571, l'Empire ottoman a conquis l'île à Venise. Ils ont amené une importante population turque musulmane sur l'île, mais ils n'ont pas cherché à s'assimiler eux-mêmes, ni même à assimiler les Grecs. Au contraire, ils gouvernèrent via le système des Millets, où chaque communauté religieuse gérait ses propres affaires. Le chef de l'église de Chypre recevait l'autorité sur la population grecque et agissait comme médiateur entre elle et les autorités ottomanes. Les Chypriotes grecs orthodoxes avaient leurs écoles, tribunaux et dirigeants, tout comme les Chypriotes turcs musulmans. Pendant plus de 300 ans, les deux communautés ont vécu côte à côte sur la même petite île. Elles partageaient des villages, commerçaient à certains endroits, mais elles ne se sont pas mélangées. Ce n'était pas toujours pacifique et il y a eu des effusions de sang, mais globalement, c'est ainsi que cela s'est passé. Finalement, cependant, avec la guerre d'indépendance grecque en 1821, tout a changé. Certains Chypriotes grecs sont partis se battre aux côtés des Grecs du continent. Les Ottomans ont réagi en exécutant 486 personnalités éminentes, dont l'archevêque. Cela visait à écraser toute idée de rejoindre la Grèce, mais au contraire, cela les a semés. Au début du XXe siècle, l'énosis, l'idéologie de l'union avec la Grèce, était devenue le rêve politique dominant parmi les Chypriotes grecs. Les choses ont pris un autre tournant radical lorsque, à la suite de la guerre russo-turque, Chypre a été louée à l'Empire britannique, qui en a pris l'administration en 1878. Les Britanniques se voulaient une base stratégique en Méditerranée orientale pour protéger leur route commerciale coloniale via le canal de Suez et contrer l'expansion russe. Les Ottomans exigeaient que la Grande-Bretagne les protège d'une possible agression russe. Après le début de la Première Guerre mondiale et l'entrée en guerre de l'Empire ottoman aux côtés des puissances centrales, l'Empire britannique a officiellement annexé Chypre en 1914. En 1923, dans le cadre du traité de Lausanne, la jeune République turque a renoncé à toute revendication sur Chypre et en 1925, l'île a été déclarée colonie de la couronne britannique. À l'époque, la population grecque espérait que la domination britannique conduirait à l'énosis, mais bien sûr, cela ne s'est pas produit et leur relation a naturellement commencé à se détériorer. Cela a commencé en 1928, lorsque les Chypriotes grecs ont refusé de participer à la célébration du 50e anniversaire de l'occupation britannique de Chypre, et la situation a continué d'évoluer. Les Britanniques ont adopté des réformes visant à limiter l'influence nationaliste grecque dans les écoles. Ils continuaient d'augmenter les impôts et contrôler l'île de manière plus stricte que leurs autres possessions coloniales de l'époque, comme Malte ou l'Égypte. Finalement, cela a conduit à la révolte de Chypre en 1931, lorsque, en octobre, 5000 Chypriotes grecs ont manifesté dans les rues de Nicosie en scandant des slogans en faveur de l'énosis.
Ils ont incendié la résidence du gouverneur et retiré les drapeaux britanniques des bâtiments publics avant que les Britanniques ne répriment les manifestants, arrêtant plus de 2600 d'entre eux et en tuant 7. En réponse, Llewellyn, le gouvernement britannique a interdit les partis politiques et aboli le gouvernement représentatif, tandis que le gouverneur Ronald Storrs a proclamé la loi martiale. Tout cela a finalement conduit à la formation de l'EOKA, ou Organisation nationale des combattants chypriotes, en 1955, créée dans le but militaire d'unifier l'île. Avec la Grèce, considérant cela comme un droit naturel, ce qui a suivi fut une période de 4 ans connue sous le nom d'urgence de Chypre, durant laquelle l'EOKA a mené une insurrection totale contre la domination britannique, ciblant les postes de police, les infrastructures des militaires et les responsables coloniaux. Alors que la Grande-Bretagne a réagi en déployant des milliers de soldats sur l'île, à la fin de cette période, 360 et 11 soldats britanniques sont morts, ainsi que plus de 100 Chypriotes grecs. Pendant ce temps, au début, les Chypriotes turcs soutenaient la poursuite de la domination britannique, car cela empêchait les Gnosis. Mais ils se sont retrouvés pris entre les feux de l'EOKA et des Britanniques, adoptant leur propre position. En réponse à cela, une organisation paramilitaire de résistance turque a même été créée. Cependant, en réalisant que la population chypriote turque ne représentait que 20% des habitants de l'île, ce qui rendait l'annexion irréalisable, la politique nationale a été modifiée pour privilégier la partition. Cela s'appelait Taksim, en réponse à l'Énosis, alors que l'île était au bord d'une guerre civile. Les représentants de la Grèce et de la Turquie, les soi-disant patrimères, ont entamé des discussions sur la question chypriote en décembre 1958. Ce qui en était ressorti, ce sont les accords de Zurich et de Londres, où, au lieu de l'unification avec la Grèce ou de la partition par la Turquie, l'île était devenue indépendante. Ainsi, le 16 août 1960, la République de Chypre est née. Dans la nouvelle constitution, le pouvoir politique était réparti selon des critères ethniques, avec des postes et fonctions publiques attribués par quotas communautaires. La minorité chypriote turque s'est vue garantir 30% du Parlement et de la fonction publique, et le vice-président chypriote turc bénéficiait d'un droit de veto absolu sur des domaines clés comme la défense, la politique étrangère et la sécurité intérieure. Par ailleurs, dans le cadre d'accords distincts, la Grande-Bretagne a également conservé la souveraineté sur 256 km² de terre, qui sont devenus la zone de base souveraine de Dekelia, au nord-est de Larnaca, et la zone de base souveraine d'Akrotiri au sud-ouest de Limassol. Mais voici le point important, ce n'est pas toute l'histoire. En fait, ce n'est que le début, car ce qui s'est passé ensuite est ce qui nous a vraiment laissé le Chypre que nous connaissons aujourd'hui. Laissez-moi vous expliquer. Bien que l'indépendance a été, entre guillemets, obtenue, elle n'était pas forcément souhaitée par l'une ou l'autre des parties. En réalité, il s'agissait davantage d'un compromis que de quelque chose qui ressemblait à une unité nationale. À l'époque, l'île comptait une population de 573 000 habitants, dont 77% étaient des Grecs, 18% des Turcs, et les 5% restants étaient simplement d'autres groupes. La direction chypriote grecque estimait que les droits accordés aux chypriotes turcs par la Constitution étaient trop étendus. Et ils ont élaboré le plan Akritis, qui visait à réformer la Constitution en faveur des chypriotes grecs, y compris en recourant à des moyens violents si les chypriotes turcs tentaient de protester contre cela. Finalement, tout a éclaté lors de ce qu'on appelle le Noël sanglant, lorsque, dans la nuit du 22 décembre 1963, la police chypriote grecque a tué 2 chypriotes turcs. En quelques heures, la violence s'est propagée dans toute la ville. Des voitures de chypriotes grecs armés parcouraient Nicosie en tirant au hasard, tandis que les chypriotes turcs visaient les voitures de police. Les événements du Noël sanglant ont brusquement mis fin à l'accord de partage du pouvoir au sein du gouvernement de Chypre, laissant la police et la fonction publique devenir de facto des organisations chypriotes grecques. À la fin de tout cela, 364 chypriotes turcs et 174 chypriotes grecs ont été tués. Environ 25 000 chypriotes turcs provenant de 104 villages différents ont abandonné leur foyer. Le déplacement concernait un quart de la population chypriote turque, qui s'est alors installée dans des enclaves, marquant le début de la division actuelle. Parce qu'au tout dernier jour de 1963, le major général britannique Peter Young s'est assis devant une carte de Chypre. Et, après des heures de réunion de haut niveau, il a tracé une ligne dessus avec un crayon chinographe vert divisant Nicosie et ses environs en deux. On l'appelait la ligne verte, mais cette ligne, comme nous allons le voir, n'était que temporaire car 10 ans plus tard, tout s'est effondré. Le 15 juillet 1974, la dictature militaire grecque, dirigée par Dimitrios Ioannidis, a organisé un coup d'État à Chypre pour unir l'île à la Grèce.
Évidemment, il y a beaucoup de contexte sur la façon dont cela s'est produit, mais pour l'expliquer simplement. Le coup d'État, au cours duquel des officiers grecs ont conduit la garde nationale chypriote à s'emparer du palais présidentiel à Nicosie, a renversé le président Makarios III et l'a remplacé par le nationaliste pro-Enosis Nikos Samson. La souffrance directe des Chypriotes turcs après le coup d'État reste controversée. Mais Samson était considéré comme une figure peu fiable en raison de ses politiques pro-Enosis et de son rôle brutal contre les Chypriotes turcs, en 1963 en tant que membre de l'équipe d'exécution de l'EOKA. Ainsi, seulement 5 jours plus tard, la Turquie a envahi Chypre, invoquant son droit de protéger la République en vertu du traité de garantie. La pression internationale a mené à un cessez-le-feu. Mais à ce moment-là, 37% de l'île avait été prise par les Turcs et 180 000 Chypriotes grecs avaient été expulsés de leur maison dans le nord. En même temps, environ 50 000 Chypriotes turcs ont été déplacés vers le nord et se sont installés dans les propriétés des Chypriotes grecs déplacés dans une sorte d'échange de population. Les terres capturées par l'armée turque sont devenues la base de la nouvelle ligne verte, une zone tampon fortement gardée par l'ONU qui représente désormais 4% de l'île. S'étendant de Paralimni à l'est jusqu'à Katopyrgos à l'ouest, où une section séparée entoure Kokina, les frontières ne correspondant pas à des terres ethniques ou quoi que ce soit, ce sont simplement des lignes de cessez-le-feu, similaires à la DMZ coréenne. L'armée turque a dû arrêter son invasion à un certain moment, et elle n'avait pas occupé tout le territoire, alors ils ont simplement établi leur propre gouvernement. La terre au nord est devenue l'État fédéré turc de Chypre, avec les dirigeants espérant que les Chypriotes grecs les traiteraient comme des égaux et proclameraient à leur tour leur propre État fédéré. Mais cela n'est jamais arrivé. Donc après 8 ans de négociations infructueuses, ils ont déclaré leur indépendance sous le nom de République turque de Chypre du Nord, autrement appelée Chypre du Nord. Tout cela a été considéré comme une occupation illégale selon plusieurs lois internationales, mais cela n'avait pas d'importance. C'était fait. L'armée turque a même construit sa propre barrière du côté nord de la zone, composée principalement de clôtures en fil de fer barbelé, de segments de murs en béton, de miradors, de fossés anti-chars et de champs de mines. Elle est presque aussi longue que la ligne verte, la zone tampon de l'ONU qui traverse Chypre sur 180 km. Après la chute du mur de Berlin en 1989, Nicosie reste la dernière capitale divisée d'Europe, tandis que Chypre demeure le dernier pays divisé. Depuis, de nombreuses discussions ont porté sur le problème chypriote, visant principalement une solution durable à la situation actuelle. Qu'il s'agisse de l'idée de la réunification d'une solution à 2 États ou d'une partition entre la Grèce et la Turquie. Ces discussions médiatisées durent depuis des décennies, sans vraiment de résultats concrets à montrer. La bonne nouvelle, c'est que, bien que le problème chypriote soit difficile à résoudre, il reste assez facile à gérer. La violence extrémiste est aujourd'hui quasiment absente. Les derniers morts du conflit remontent à 1996, et depuis avril 2003, les 2 parties ont autorisé la libre circulation à travers la zone tampon, mettant ainsi fin à une interdiction de près de 30 ans sur les déplacements entre le nord et le sud. Les Chypriotes turcs du nord vont travailler ou acheter des marques dans le sud plus riche, tandis que les Chypriotes grecs du sud vont au nord pour profiter de restaurants, d'essence et de soins médicaux moins chers. Cela a toutefois créé une dynamique intéressante. Passer du sud au nord à Nicosie donne l'impression d'entrer dans un autre pays, et pas seulement à cause des 2 contrôles de passeport. Les gens disent-nous souvent que le nord semble figé dans le temps depuis les années 1970, car la Turquie est le seul pays à le reconnaître. Du côté chypriote grec, la rue Lédra est une artère commerciale typique. Il y a HMS, Starbucks et McDonald's. En revanche, une atmosphère de bazar règne dans la rue du Nord. Les étals, les boutiques et les restaurants moins formels sont au cœur de l'activité. Et c'est la réalité étrange de Chypre aujourd'hui. L'île n'est pas en guerre, mais elle n'est pas non plus unie. La violence a cessé, les points de passage sont ouverts et la vie quotidienne continue, pourtant la ligne demeure. Ils ont peut-être appris à gérer la division, mais il reste à voir s'ils pourront un jour y mettre fin. Merci de regarder.